Bienvenue sur la TFM et merci de votre fidélité. Nous recevons dans cette émission aujourd'hui Eva Marie Coll Seck. Vous connaissez Eva Marie Coll Seck, a été ancien ministre de la Santé et de la Prévention au Sénégal. Elle a été aussi directrice exécutive de Rollback Malaria, un organisme basé en Suisse qui lutte contre le paludisme. Pendant 7 ans, Madame Seck a dirigé cet organisme pour un peu lutter contre, je disais tantôt, le paludisme. Madame Seck, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Travaillé pendant 7 ans dans cet organisme. Aujourd'hui, vous avez, comme on dit, pris votre recul, votre retraite de Rollback Malaria. Si vous analysez les 7 ans que vous avez fait dans cet organisme, quel bilan en faites-vous? Il faut dire d'abord que c'est un organisme qui coordonne la lutte au niveau mondial, dans la lutte contre le paludisme, et qui est formé de différents groupes d'intérêt comme le secteur privé, le secteur public, les ONG, les fondations, mais aussi les pays qui sont endémiques de paludisme. Et c'est une particularité de ce programme. Les pays ne sont pas seulement des pays à problème, mais ce sont des pays qui cherchent à trouver des solutions et également à contribuer à trouver ces solutions. C'est un partenariat. Donc c'est un vrai partenariat public-privé et où les pays pauvres ont une voix, et une voix importante. Donc le bilan que je fais est lié à cela. Quand j'arrivais dans ce programme, il y avait peut-être une centaine de partenaires qui s'occupaient de cela. Et nous avons maintenant plus de 500 partenaires et pays qui s'intéressent et qui sont prêts à être coordonnés dans la lutte contre le paludisme. Nous avons également fait beaucoup de progrès puisque le 10e anniversaire de ce partenariat Rollback Malaria a été fêté en 2011. Avec notamment le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a considéré que c'était l'exemple qu'il voulait donner en matière de partenariat. Et on a vu aussi que le nombre de décès a diminué dans le monde, que les pays qui avaient une couverture au niveau de toutes les interventions de lutte contre le paludisme ont tous progressé et sont passés vraiment d'une couverture parfois de 5% concernant les moustiquaires à plus de 60, 70, certains même 90%. Donc voilà un bilan qui est un bilan extrêmement intéressant et positif. Mais il faut dire qu'il y a énormément de choses qui restent à faire et on pourrait revenir sur ça. Vous êtes parti avec un petit budget. Après, les choses ont monté. Comment êtes-vous parvenu à convaincre des privés à mettre de l'argent dans une maladie comme le paludisme qui considère pas comme étant une maladie prioritaire pour les pays riches? Tout à fait. Nous avons, quand nous arrivions, il y avait à peu près 100 millions de dollars dans la lutte contre le paludisme. Et nous sommes arrivés à 2 milliards de dollars quand nous quittions donc l'organisation. Et pratiquement tout cet argent va directement dans les pays. Donc ça aussi, c'est un élément, disons, de plaidoyer important. Quand nous disons au secteur privé ou même aux bailleurs de fonds que l'argent n'est pas là pour une administration, mais va directement au pays et vers les personnes qui en ont besoin, cela est un élément extrêmement important. Ensuite, nous avons montré des résultats. Et tous ceux qui appuient n'importe quelle cause veulent voir des résultats. Donc ce sont les deux éléments importants. Aller directement vers les personnes qui en ont besoin, mais également montrer des résultats concrets de la lutte contre le paludisme. Avant qu'ils acceptent de mettre leur argent, il a fallu les convaincre, parce que c'est pas évident qu'un pays comme la France ou bien les États-Unis où le paludisme est inconnu, qu'ils acceptent les privés de mettre l'argent dans cette lutte. Tout à fait. Il y a eu surtout dans cette lutte l'implication justement de tous les secteurs, des ONG aussi. Et ces ONG dans les pays du Nord où il n'y a pas de paludisme ont joué aussi un rôle important. Personnellement, j'ai eu leur appui sans faille. Et ce que je peux dire, c'est que nous avons aussi énormément voyagé partout dans le monde en apportant aussi, par exemple, des parlementaires américains dans les pays où il y a le paludisme. Beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas le paludisme ont pu d'elles-mêmes vérifier ce qui se passait sur le terrain. Les gens du Congrès américain, les parlementaires français ou européens, des parlementaires ou du secteur privé de la Chine ou d'ailleurs, des Indiens. Donc vraiment, c'était un plaidoyer à large échelle.
Et je pense que c'est pour ça que nous avons eu ces résultats. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Vous savez bien, en Afrique, dans nos pays, les gens continuent à mourir de paludisme. Il y a des femmes ou des familles qui n'ont pas les moyens d'acheter la moustiquaire imprégnée à 5 000 francs CFA, ce qui est très cher pour ces familles. Tout à fait. C'est pour ça que nous avons aussi, dans la lutte contre le paludisme ces dernières années, eu le soutien de ce qu'on a construit, qui était le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose. Ce Fonds mondial est le plus grand bailleur de fonds en ce qui concerne le paludisme, et pratiquement tout ce qui est apporté gratuitement. Et ça aussi, ça a été un élément important. Nous avons dit les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des moustiquaires, si vous leur faites acheter d'emblée une moustiquaire chère, ces personnes ne le feront pas. Alors que si vous, au départ, vous le leur donnez et que vous expliquez à quoi ça sert, vous montrez que ça évite que les enfants ne meurent de cette maladie, etc., ils prennent l'habitude, parce que nous avons, ces personnes, on peut dire, donc, elles prennent l'habitude de les utiliser. Et ce sont des moustiquaires de longue durée, donc qui durent 3 à 5 ans. Donc si pendant 3 à 5 ans, vous-même, vous avez utilisé une moustiquaire régulièrement, et que vous arrivez au bout de 3 ans, mais vous avez vu les effets parce que vous avez fait moins de paludisme, vos enfants aussi en ont fait moins, il y a une bonne santé dans la famille, vous pouvez à ce moment faire un sacrifice et acheter. Mais tant que vous n'avez pas pris l'habitude de le faire, c'est très difficile. Donc c'est l'une des stratégies qui est la distribution pratiquement gratuite des moustiquaires dans les pays, notamment en utilisant les campagnes de vaccination au cours desquelles on distribuait gratuitement les moustiquaires aux enfants et aux femmes enceintes. Cela a stimulé réellement la lutte contre le paludisme. Oui, gratuité, oui, mais il y a aussi des gens qui ont profité de la gratuité pour vendre aussi ces moustiquaires imprégnés, qui a fait que aussi des familles n'ont pas eu accès à cela. Oui, mais c'est très peu. Il faut dire les choses. C'est pas seulement les ventes. Nous avions visité certains pays où les personnes utilisaient même les moustiquaires pour pêcher, donc ce n'était pas du tout utilisé dans la lutte contre le paludisme. C'est pour vous dire qu'il y avait beaucoup d'excès, parfois des incompréhensions, mais dans beaucoup de pays maintenant, dont le Sénégal, les choses ont bougé, et il faut dire que ce genre de pratique, les gens sachant que c'est gratuit ne veulent plus l'acheter. Et donc ça permet aussi aux gens de faire eux-mêmes le contrôle de ce qui est donné dans le pays. Oui, 800 000 personnes sont atteintes de paludisme par an, particulièrement en Afrique, dans nos pays. Jusqu'à présent, le réflexe encore de chercher la moustiquaire imprégnée n'est pas encore là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour appuyer davantage cette lutte contre cette maladie qui tue beaucoup, des fois plus que le sida dans nos pays? Je voudrais quand même rappeler des chiffres. Il y a, on peut dire, presque la moitié de l'humanité qui est à risque d'attraper le paludisme. Donc plus de 3 milliards de personnes dans le monde. Il y a 250 millions de personnes qui chaque année plutôt, vont faire le paludisme. Et il y a ces 800 000 personnes qui vont mourir. Donc il faut vraiment dire que c'est encore une maladie grave, c'est une maladie à problème, et il faut réellement trouver une solution. Ce que je peux dire, c'est que ça se fera progressivement, parce que ce sont des habitudes. Et même dans les pays où les choses se passent bien, ce que nous disons régulièrement, c'est qu'il faut continuer la sensibilisation. Il faut continuer à parler aux communautés et être dans les communautés, avoir des relais communautaires. Si on ne le fait pas, on va se retrouver toujours à devoir refaire les mêmes choses. Je voudrais dire également qu'il n'y a pas que les moustiquaires comme moyen de lutte contre le paludisme. Il y a aussi les pulvérisations dans les domiciles, sur les murs, donc ce qu'on appelle pulvérisation intradomiciliaire. Il y a également de plus en plus, et d'ailleurs récemment ça commence à être beaucoup plus utilisé, la lutte au niveau de l'environnement avec des produits larvicides qui vont tuer à la base donc les vecteurs, mais également on sait que le paludisme est dû à des petites collections d'eau autour des maisons, etc., en milieu rural.
Et donc, il faut aussi mener des actions d'hygiène et de lutte donc, au niveau de l'environnement. Le problème, c'est que les moustiques aussi ont une capacité de mutation, de résistance par rapport aux insecticides qui sont employés. Donc ça, c'est un nouveau problème. Effectivement, nous avons vu des moustiques qui deviennent résistants. Il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas le grand problème, mais il y a même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé un programme, des stratégies qui ont été mises sur pied pour contrecarrer donc l'apparition de résistance. Mais ce n'est pas simplement les insecticides qui sont résistants et donc le vecteur qui aujourd'hui est en train de nous jouer des tours, mais c'est aussi les médicaments. On a vu notamment au Cambodge et en Thaïlande apparaître des résistances au traitement. Donc c'est comme toutes les maladies, c'est comme pour les antibiotiques ou pour autre chose, plus vous utilisez ça, avec le temps, les résistances apparaissent. Donc la lutte contre le paludisme ne se termine pas parce que je quitte rollback malaria, c'est un problème réel. On a montré que c'était possible. J'ai vu des pays où le paludisme existait, les malades étaient par terre, genre sur le sol, avaient des perfusions sur les canapés, etc. Les lits étaient... il y avait 2 enfants par lit. Je suis allée visiter ces mêmes zones où ils avaient la moitié des structures qui étaient vides parce qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts dans la lutte contre le paludisme. Mais est-ce qu'il y a espoir d'avoir un vaccin efficace contre le paludisme? On en parle de plus en plus. Oui, il y avait un docteur mexicain qui avait donné un espoir par rapport à cela, jusqu'à présent. Voilà, il y a maintenant, il y avait le professeur Pataroyo qui, il y a plus de 20 ans, avait parlé de cela. Et aujourd'hui, il y a un vaccin qui est, disons, efficace, mais à 50%. Et donc, il est quand même, les études continuent. Et il sera vraisemblablement sur le marché en 2015. Et à partir de ce moment, on aura au moins pour la première fois dans le monde un vaccin contre le paludisme, même s'il n'est pas efficace à 100%. Et les recherches continuent pour que nous allions vers un réel vaccin qui sera efficace à 100% et qui nous permettra de régler le problème. Mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'il y a un vaccin qui est vraiment aussi avancé contre un parasite. Parce que le parasite du paludisme change toujours à différentes étapes dans le sang. Et donc, cela pose un réel problème pour que l'on puisse trouver et avoir le vaccin le plus efficace possible. Mais beaucoup de personnes travaillent dessus. Je voudrais juste quand même rendre hommage à nos propres chercheurs du Sénégal, mais également de la sous-région. Nous avons quelqu'un comme le professeur Oumar Gaye et son équipe qui travaillent sur toute la lutte contre le paludisme au plan de la recherche. Et nous avons aussi un grand chercheur malien, le professeur Ogobara, qui lui aussi a un centre de recherche et travaille beaucoup sur le vaccin. Les pays africains ont contribué à cela. Et je pense que c'est quand même un honneur pour l'Afrique. Oui, un vaccin en 2015 qui est efficace à 50% et les populations qui n'ont pas les moyens encore d'avoir accès à ces vaccins. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent avoir accès à ces vaccins qui sont très chers? Alors moi j'ai fait ce plaidoyer déjà. J'ai dit que c'est pas... Comme on sait que le vaccin pourrait être sur le marché en 2015, il faut que dès maintenant on s'occupe à trouver des financements. Parce que j'ai vécu personnellement le cas du vaccin contre l'hépatite B. Et beaucoup de travaux ont été faits au Sénégal. Et c'est peut-être 10 ans après que le Sénégal a pu avoir accès à ce vaccin-là. Donc nous avons cette expérience. Nous savons très bien que parfois, on peut même contribuer à des recherches et après, on n'a pas accès à ces produits. Donc avec Gavi, qui est aussi une autre structure qui s'occupe de vaccins, il y a des travaux, des recherches de financement qui se font pour préparer l'arrivée de ce vaccin en 2015. Oui, mais il faudrait que les populations puissent l'acheter. Même le coût, par exemple, de la maladie coûte cher. Ce sera comme les autres vaccins. Vous savez, la santé a un coût. Donc, si les populations ne peuvent pas et que c'est important pour elles, l'État devra aussi se pencher dessus, ainsi que les organismes internationaux. Aujourd'hui, les vaccins qui sont donnés aux enfants sont des vaccins qui sont de loin subventionnés.
Et le vaccin contre le paludisme intégrait ce genre de vaccin, donc la vaccination élargie, des programmes élargis de vaccination. Donc ça va aller dans ce même sens et je comprends tout à fait ce que vous dites parce que les pays pauvres voient les choses leur passer devant le nez comme ça parce qu'ils ne peuvent pas. Et les populations doivent être aidées, sinon on continuera à voir les choses se faire ailleurs alors que les gens meurent dans nos pays. Oui, une idée même avait été lancée pour aussi que le traitement antipaludien soit accessible à tout le monde, à 100 francs CFA par exemple. Tout à fait. Alors nous avons, en ce qui concerne le secteur public, déjà grâce à ce fonds mondial dont je vous parlais, donné pour ces structures publiques gratuitement les médicaments, qu'il intègre dans l'initiative de Bamako, donc à un prix très très faible. Mais nous avons vu aussi que beaucoup de personnes vont dans les structures privées, comme les pharmacies privées, et directement demandent un traitement. Et les médicaments de lutte contre le paludisme, qui est ce qu'on appelle aussi ACT, donc à base d'artémisinine, avec une combinaison thérapeutique, ces médicaments peuvent coûter jusqu'à, disons, 10 000 francs CFA dans un pays. Et donc, on s'est dit, si beaucoup de personnes vont dans le secteur privé et ne peuvent pas l'acheter, ils vont continuer à acheter des médicaments qui ne sont pas efficaces, comme la chloroquine, que tout le monde connaît, et ce genre de produit qui ne marche pratiquement plus. Et donc, c'est là qu'il y a eu une initiative que nous avons lancée avec Rollback Malaria, mais qui a pris 7 pays pilotes. Dans les pays francophones, en tout cas de la sous-région, il y a le Ghana, qui a été un de ces pays-là. Et il y a eu une subvention dans le secteur privé pour qu'ils vendent les médicaments à des coûts aussi faibles que ceux qui existent dans le milieu public. Et dans ces pays, ça semble marcher. Mais le problème va être sans doute la continuité et avoir encore des financements pour que cela puisse se faire. Mais nous pensons aussi que les États doivent prendre en charge la santé des populations. On ne peut pas toujours avoir les organismes internationaux apporter des financements dans les pays. Donc, nous poussons aussi les États à au moins atteindre les 15% que les chefs d'État eux-mêmes ont eu comme but en 2000, lors du sommet d'Abuja. Ils disaient qu'au plus tard, en 2015, ils donneraient 15% de leur budget à la santé, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays à l'heure actuelle. Et donc, je pense qu'avec ça, les budgets de santé augmentant, il pourra aussi y avoir plus d'argent mis à la disposition des structures et des personnels de santé pour traiter les malades à des coûts que les malades les plus pauvres pourraient avoir ou leur donner ça gratuitement. Mais ça c'est donnant-donnant. On ne peut pas attendre que des structures internationales. Les pays eux-mêmes aussi doivent faire des efforts. Vous devez toucher le doigt le vrai problème dans nos pays. Aujourd'hui, les plateaux techniques de nos hôpitaux sont dans une déliquescence extraordinaire. Quand vous allez, je donne comme exemple l'hôpital de Dantec, l'hôpital Grand Yoff ou bien dans les régions, les malades n'arrivent pas à se soigner parce qu'il n'y a pas les outils nécessaires pour les soigner. Comment on peut comprendre que le Sénégal soit dans cette situation-là aujourd'hui, là où les gens vont en Tunisie, vont au Maroc pour se soigner, parce que les plateaux techniques sont beaucoup plus outillés là-bas? Alors, c'est un problème que je connais vraiment parce que pas parce que j'ai été dans ce ministère, par exemple, de la santé ou au niveau des hôpitaux, mais aussi en tant que patiente et en tant que mère de famille, en tant que tante ou cousine de beaucoup de personnes. Vous savez comment ça se passe au Sénégal. Donc, tout le temps, on vous apporte des ordonnances, toujours on vous dit qu'il faut ceci, cela. Et je connais même une personne qui a dû amener sa fille en Tunisie pour régler des problèmes de santé. Donc, ces gens ont les moyens de le faire. Mais la majorité de la population ne peut pas le faire. Donc franchement, pour moi, le problème de la santé au Sénégal est un grand problème et un grand challenge, un défi que nous devons relever. L'accès aux soins est devenu un vrai parcours du combattant. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous soigner. Tout doit être payé. Les ordonnances, les examens complémentaires, les radios, les scanners, c'est pas possible. Et donc, il faut que les gens vraiment voient la santé comme un facteur de développement. La santé, ce n'est pas seulement
que ça prend beaucoup d'argent. Mais si la population est saine, on ira aussi vers le développement. Donc ça doit être une priorité au niveau de tous les gouvernements et l'argent doit y être. La santé a un coût. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis. On ne peut pas considérer qu'en ne mettant pas de moyens dans la santé, pour un bon plateau technique, vous l'avez dit, pourtant on a parmi les meilleurs praticiens, en tout cas en Afrique. On a des médecins de qualité, des spécialistes de qualité, des infirmiers qui sont très bien formés, des sages-femmes qui connaissent leur métier. Mais quand vous arrivez et que vous n'avez même pas de moyens pour faire du bon travail, d'abord vous ne le faites pas bien, mais souvent vous êtes aigri, vous n'êtes pas motivé pour travailler parce que vous êtes un être humain et vous voyez des gens souffrir sans pouvoir régler leurs problèmes. Madame, beaucoup de patients reprochent aux médecins de ne pas se consacrer au travail dans les établissements publics et ils travaillent plus dans les établissements privés. Pourquoi ça? Oui, il y a bien sûr ce problème dont tout le monde parle, mais je peux vous assurer que si les médecins avaient des bonnes conditions de travail dans le secteur public, ils resteraient là-bas. Mais aujourd'hui, vous manquez de tout. Même pour faire une intervention, il faut une ordonnance pour aller acheter des perfusions, pour aller acheter des médicaments, des compresses, tout. Et c'est frustrant. Et donc, on ne peut pas demander à des gens qui ont eu une formation de qualité de rester s'asseoir dans une structure simplement parce qu'il faut attendre que les choses arrivent. Donc, certains d'entre eux, bien sûr, préfèrent aller dans le privé où ils ont un meilleur plateau technique et aussi des meilleures rémunérations. Donc, moi, je dis que faisons l'inverse. Travaillons d'abord et assurons-nous que le secteur public est bien outillé. Et après, maintenant, si les gens, comme on dit, il y a une hémorragie qui continue dans le secteur privé, il faudra que les gens fassent des choix. Autre constat est fait aussi, il y a beaucoup de médecins africains et même sénégalais à l'extérieur, en France, dans d'autres pays qu'au Sénégal. Par exemple, on a constaté qu'en France, il y avait plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Donc vous voyez, vous parlez du Bénin, donc ce n'est pas un phénomène simplement sénégalais, mais c'est le fait que beaucoup de médecins africains ont été les meilleurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Souvent, ils sont même reconnus. Et après, ils décident de rentrer chez eux et c'est la grande frustration. Ou bien, ils décident de rester parce qu'ils savent ce qui les attend. Donc, nous devons quand même retenir nos médecins. C'est encore une fois une meilleure politique de santé publique dans nos pays et aussi un système de santé que les gens considèrent comme étant une priorité et non pas un effet secondaire. Donc le ministère, comme on dit, de la santé doit être un ministère vraiment fort et outillé pour qu'on puisse demander au personnel de vraiment aller au maximum de ses capacités pour le bien-être des populations. Mais pour éviter de voir ces drames-là qu'on voit tous les jours devant les hôpitaux où des Sénégalais viennent, ils veulent se faire soigner, ils n'ont pas les moyens, ils sont devant les hôpitaux, ils attendent une âme charitable pour les aider à se faire soigner. Est-ce qu'il faut réformer le système de la santé au Sénégal? Est-ce qu'il faut faire comme vous avez fait avec Ronald Malaria, un partenariat privé-public pour les hôpitaux sénégalais? Ah, tout à fait. Moi, je crois que... Et comment le faire? Je ne voulais pas rentrer tout de suite sur la politique, mais vous savez que le candidat que je soutiens, Macky Sall, a un élément extrêmement important dans son programme qui est la couverture médicale universelle. C'est-à-dire que les personnes ne doivent pas avoir des problèmes financiers pour avoir accès aux structures sanitaires. Donc, travailler sur ce domaine du financement de la santé me semble extrêmement important. Mais également, vous avez d'autres possibilités pour que... Et où trouver l'argent pour financer ça? Alors, moi, je pense que ça, le public peut trouver de l'argent. On a vu le train de l'État, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être vraiment améliorées de ce côté-là. Il y a certaines taxes, certains pays ont mis aussi certaines taxes sur certains produits et les récupèrent pour les secteurs comme les secteurs de la santé ou de l'éducation. Mais il y a également ce partenariat